S'il n'y a rien au-delà de l'univers, dans quoi s'étend-il réellement? En 1929, l'astronome Edwin Hubble a mesuré pour la première fois le décalage spectral des galaxies, prouvant que l'univers n'est pas statique mais en expansion. Depuis cette découverte, chaque observation du télescope spatial Hubble, lancé en 1990 jusqu'au James Webb en 2021, a confirmé que les galaxies s'éloignent les unes des autres à des vitesses qui dépassent parfois les centaines de milliers de kilomètres par seconde. Mais cette accélération soulève une question troublante. Si l'espace s'étend, dans quoi exactement se déploie-t-il? La théorie de la relativité générale, publiée par Albert Einstein en 1915, décrit l'espace-temps comme une structure dynamique, capable de se dilater ou de se courber sous l'effet de la gravitation et de l'énergie. Pourtant, elle ne prévoit aucun extérieur vers lequel l'univers pourrait croître. Selon les mesures du satellite Planck en 2013, l'univers observable possède un rayon d'environ 46,5 milliards d'années-lumière. Mais au-delà de cet horizon cosmologique, les lois physiques actuelles ne permettent aucune observation directe. Le paradoxe naît ici. Nous savons que l'espace entre les galaxies s'étend, que la densité de matière diminue, que la lumière est étirée par le redshift cosmologique. Pourtant, nous ne disposons d'aucun cadre intuitif pour comprendre comment quelque chose peut croître sans s'inscrire dans un espace préexistant. Faut-il concevoir l'univers comme un ballon qui se gonfle, ou bien comme une métrique qui change partout à la fois? Les modèles mathématiques donnent des réponses précises, mais leur interprétation échappe encore au sens commun. Ce constat nous amène à explorer plus profondément. Que signifie réellement l'expansion cosmique et pourquoi la question «dans quoi l'univers s'étend-il» révèle autant nos limites conceptuelles que celles de notre technologie d'observation. L'idée que l'univers a des limites, ou au contraire qu'il est infini, remonte bien avant l'époque moderne. Dès l'Antiquité, les civilisations ont tenté de comprendre où commence et où s'arrête le monde. Les Grecs, par exemple, imaginaient une sphère céleste entourant la Terre, remplie d'étoiles fixées dans une voûte qui semblait immuable. Cette conception plaçait notre monde au centre d'une construction fermée, rassurante dans sa simplicité. Pourtant, même à cette époque, certains penseurs comme Démocrite ou Épicure évoquaient déjà la possibilité d'une infinité de mondes, idée déroutante qui défiait la logique commune et l'expérience quotidienne. Au Moyen Âge, la pensée chrétienne dominait l'Occident et insistait sur la finitude du cosmos, considéré comme l'œuvre de Dieu, clos et parfaitement ordonné. Mais dès la Renaissance, les observations d'astronomes tels que Copernic et Galilée ont brisé cette vision. La Terre n'était plus le centre immobile, elle tournait autour du Soleil, et ce Soleil lui-même semblait n'être qu'une étoile parmi d'autres. L'infini reprenait une place dans l'imaginaire, non plus comme spéculation philosophique, mais comme conséquence directe des observations. Cette transition entre le cosmos clos et l'espace infini a posé les bases d'un dilemme qui persiste encore, car si l'univers est infini, il n'a pas besoin d'un extérieur. Mais si l'univers est fini et qu'il s'étend, la question revient toujours. Dans quoi grandit-il? Pendant des siècles, les astronomes ne disposaient en pas d'outils assez puissants pour mesurer l'éloignement des astres. Ils se contentaient tenter d'étudier leurs mouvements apparents et d'élaborer des modèles pour expliquer ces trajectoires. Il fallut attendre le début du XXe siècle pour que la cosmologie moderne, fondée sur des mesures concrètes, bouleverse totalement notre conception. Lorsque les premiers grands télescopes furent installés, notamment au mont Wilson en Californie, les astronomes découvrirent que certaines nébuleuses n'étaient pas de simples nuages de gaz à l'intérieur de notre galaxie, mais des galaxies entières, situées bien au-delà de la Voie lactée. Cela élargissait brutalement les frontières du connu. L'univers devenait immensément plus vaste que ce que l'on avait cru, et chaque nouvelle mesure repoussait encore cette limite. Puis vint la découverte décisive de l'expansion. En étudiant la lumière des galaxies lointaines, Edwin Hubble et ses collaborateurs constatèrent qu'elle était systématiquement décalée vers le rouge, signe qu'elle s'éloignait. Plus la galaxie était distante, plus ce décalage était important. Ce constat signifiait que l'espace lui-même était en train de s'étirer. Contrairement à l'idée intuitive d'objets qui s'éloignent dans un espace déjà présent, ce sont les distances entre les objets qui grandissaient parce que l'espace se dilatait. Cette distinction est essentielle car elle oblige à repenser le cadre même de la question. Mais cette révélation n'a pas supprimé les interrogations. Au contraire, elle les a intensifiées. Si l'univers est en expansion depuis environ 13,8 milliards d'années,
Comme le suggèrent les calculs basés sur le rayonnement fossile mesuré par les satellites modernes, il a donc eu un commencement. Ce commencement, que l'on appelle le Big Bang, n'est pas une explosion dans un espace déjà vide. C'est l'expansion de l'espace à partir d'un état extrêmement dense et chaud. Là encore, notre langage peine à saisir cette nuance, car il suggère toujours un lieu-temps dans lequel les choses se produisent. Pourtant, selon les physiciens, il n'y avait pas de lieu extérieur au moment du Big Bang. L'espace et le temps ont émergé avec cet événement. Ce changement de perspective est difficile à accepter car il heurte l'expérience humaine. Dans la vie quotidienne, chaque objet existe dans un environnement. Une maison est construite sur un terrain, une ville dans un pays, une planète dans un système solaire. Nous cherchons toujours à situer les choses. Mais l'univers, par définition, inclut tout. Parler d'un extérieur à l'univers revient donc à se heurter à une contradiction logique. Et pourtant, la question demeure légitime. Si tout s'étend, pourquoi avons-nous cette intuition d'un au-delà ? Historiquement, cette intuition s'explique par notre habitude de raisonner en termes de frontières. Les océans ont des rivages, les continents des côtes, même le ciel visible a un horizon. Mais lorsqu'il s'agit du cosmos, l'horizon n'est pas une limite physique que l'on pourrait franchir. C'est une limite d'observation, imposée par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers. Nous ne pouvons pas voir plus loin que la distance que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Pourtant, cela ne signifie pas que rien n'existe au-delà. Simplement, nous n'avons aucun moyen de l'observer directement. Les traditions philosophiques ont aussi laissé une empreinte sur cette question. Chez Kant, par exemple, l'espace et le temps sont des formes de notre perception, des cadres par lesquels nous structurons la réalité. Appliquée au cosmos, cette idée revient à dire que parler d'un extérieur, d'un extérieur un peu à l'espace, est un non-sens, car il n'y a pas de perception possible hors de ce cadre. Mais d'autres penseurs ont continué à imaginer des espaces multiples, des univers parallèles ou des dimensions invisibles. Autant d'hypothèses qui trouvent aujourd'hui un écho dans certaines théories physiques modernes. En retraçant ces étapes, des premières spéculations antiques aux révolutions scientifiques du XXe siècle, on constate que la question de l'extérieur de l'univers n'est pas nouvelle. Elle a simplement changé de forme au fil du temps. D'abord métaphysique, elle est devenue astronomique, puis cosmologique, et aujourd'hui elle se situe à la frontière entre la science et la philosophie. Chaque avancée technique nous rapproche d'une meilleure compréhension, mais aussi d'un vertige plus grand. Car plus nous voyons loin, plus nous devons admettre l'ampleur de ce qui nous échappe. Les découvertes récentes, notamment grâce au télescope spatial James Webb, nous permettent de scruter les premières galaxies, formées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces images révèlent un univers jeune, déjà organisé, et soulèvent de nouvelles questions sur la rapidité de son évolution. Mais elles ne disent toujours rien sur ce qui se trouverait au-delà de la sphère observable. La question revient donc, l'expansion a-t-elle une limite ? Et si oui, cette limite est-elle physique ou seulement perceptive ? Certains chercheurs insistent sur la nécessité de clarifier le langage. Quand on dit que l'univers s'étend, il ne faut pas imaginer un ballon qui gonfle dans un espace vide. L'univers n'a pas besoin de se déployer dans quelque chose. C'est la métrique de l'espace, la façon dont on mesure les distances, qui change avec le temps. Mais même si cette explication est rigoureuse, elle ne résout pas le malaise que ressent celui qui cherche une image concrète. Et ce malaise n'est pas seulement philosophique. Il a des conséquences sur la manière dont nous concevons les modèles cosmologiques, car il reflète la difficulté à traduire des équations abstraites en concepts intuitifs. Ainsi, les origines oubliées de cette question, héritées des mythes antiques et des premières observations, continuent de résonner dans nos débats actuels. Ce que les anciens percevaient comme des limites physiques, nous le voyons aujourd'hui comme des horizons de connaissances. Mais une chose n'a pas changé, la fascination devant l'inconnu et la volonté de repousser toujours plus loin ses limites. Et si nos instruments nous permettent de mesurer l'expansion, ils ne nous disent pas encore ce que signifie réellement cette expansion. Est-ce une simple transformation interne du cosmos, ou bien l'indice qu'il existe d'autres réalités, invisibles à nos sens et à nos outils actuels ? Le concept de vide occupe une place centrale dans toute tentative d'expliquer l'expansion de l'univers. Lorsque l'on demande dans quoi l'univers s'étend, la réponse immédiate est souvent qu'il se dilate dans le vide. Mais qu'est-ce que ce vide exactement ? Dans la vie quotidienne, nous assimilons le vide à l'absence totale de matière,
une pièce vide, un récipient vide, un espace entre deux objets. Pourtant, en physique, ce terme a une signification beaucoup plus complexe. Le vide cosmologique n'est pas un néant absolu, il possède des propriétés mesurables et il influence directement le destin de l'univers. Cette distinction est cruciale pour comprendre l'expansion. Dans notre expérience ordinaire, si l'on retire tout d'une boîte, il reste un espace inerte. Mais à l'échelle cosmique, le vide n'est jamais complètement neutre. Des champs invisibles y existent, des particules y apparaissent, disparaissent en permanence, et et ce bouillonnement de phénomènes invisibles laisse une trace mesurable dans la structure de l'espace-temps. En d'autres termes, ce que nous appelons le vide est déjà quelque chose. Il a de l'énergie, il a des effets, et c'est précisément cette énergie qui pourrait expliquer pourquoi l'univers continue de s'étendre de plus en plus vite. Ce paradoxe du vide se manifeste avec encore plus de force lorsqu'on l'associe à l'idée d'expansion. Si l'espace entre deux galaxies s'élargit, cela ne veut pas dire qu'il se remplit de matière nouvelle, mais que le tissu même de l'espace se dilate. Or, ce tissu n'est pas une surface posée sur un support. Il n'a pas besoin de fondement extérieur. Cette vision choque notre intuition, car nous sommes habitués à concevoir tout objet comme étant situé dans un contenant. Pourtant, l'univers n'a pas de contenant. C'est l'espace lui-même qui se définit en interne. Les observations modernes renforcent ce paradoxe. Lorsque les astronomes mesurent en la lumière d'étoiles situées à des milliards d'années-lumière, ils découvrent que son trajet a été influencé par la présence d'énergie invisible. Cette énergie, baptisée énergie sombre, semble imprégner le vide de l'univers. Elle ne correspond à aucune particule connue et reste insaisissable dans les laboratoires terrestres. Pourtant, elle agit sur l'échelle cosmique en accélérant l'expansion. Plus l'espace grandit, plus cette énergie domine et plus l'expansion s'accélère. C'est une boucle vertigineuse car elle suggère que le vide, loin d'être une absence, est au contraire une force active qui modèle l'avenir de tout ce qui existe. Mais le vide cosmologique pose une autre énigme. Si l'univers est apparu lors du Big Bang, il n'y avait pas de vide préexistant dans lequel il aurait émergé. Le vide a été créé en même temps que la matière, le temps et l'espace. Autrement dit, le vide appartient à l'univers, il n'est pas extérieur à lui. Imaginer un vide au-delà de l'univers, dans lequel il s'étendrait, revient donc à projeter nos habitudes mentales sur une réalité qui ne leur obéit pas. C'est là que réside le cœur du paradoxe. Nous utilisons le mot « vide » pour désigner deux notions très différentes, celle d'une absence d'objet et celle d'un champ d'énergie constitutif de l'espace lui-même. Cette confusion explique pourquoi la question dans quoi l'univers s'étend-il continue de troubler même ceux qui connaissent les modèles scientifiques. Car si l'on dit qu'il n'y a rien au-delà, on entend par là qu'il n'existe même pas un vide au sens ordinaire. Il n'y a simplement pas de lieu. Cette affirmation est difficile à concevoir car elle ne s'accorde pas avec notre perception habituelle. Lorsque nous quittons une pièce, il y a toujours un couloir derrière la porte. Lorsque nous regardons le ciel, nous imaginons qu'il y a quelque chose au-delà des étoiles. Pourtant, à l'échelle cosmologique, l'univers ne laisse pas de place à cet au-delà. Certains scientifiques proposent d'aborder le problème par la géométrie plutôt que par l'intuition spatiale. Le vide n'était pas un décor dans lequel se déploie la matière, mais une propriété de la géométrie de l'espace-temps. Dans cette vision, l'expansion n'est pas une progression dans un espace vide plus vaste, mais une modification interne de la métrique qui définit les distances. Ce langage peut sembler abstrait, mais il permet de décrire avec précision les phénomènes observés. Et pourtant, il laisse entière la question de la signification concrète de ce vide. Est-il simplement une construction mathématique, ou bien possède-t-il une réalité indépendante ? À travers l'histoire, les représentations du vide ont varié. Les Grecs le considéraient comme une impossibilité, une absence absolue qui contredisait leur conception du monde. Pour Aristote, la nature avait horreur du vide. Au XVIIe siècle, avec les expériences de Torricelli et de Pascal, l'idée d'un vide physique a commencé à être acceptée, mais toujours comme une absence. Ce n'est qu'avec la physique moderne que le vide est devenu une notion active, porteuse d'énergie et de dynamique. Cette évolution conceptuelle montre à quel point notre compréhension s'est éloignée de l'expérience commune. Le paradoxe du vide prend également une dimension philosophique. Si l'univers s'étend dans rien, alors ce rien ne peut pas être décrit comme un espace vide. C'est une absence totale de coordonnées, d'objets et même de potentiel. Autrement dit, une réalité qui échappe à toute description.
Certains pensent que poser la question du dehors de l'univers n'a pas de sens, car le concept même de dehors suppose un cadre spatial que l'univers définit de l'intérieur. Mais d'autres considèrent au contraire que ce paradoxe ouvre une piste pour explorer des dimensions encore invisibles ou des univers multiples. Ce paradoxe est renforcé par une difficulté de langage. Quand on dit que l'univers est en expansion, on utilise une image empruntée à la vie quotidienne comme un ballon qui se gonfle. Cette image est utile pour expliquer l'idée, mais elle est fausse en profondeur. Un ballon se dilate dans l'air ambiant, il occupe plus de place dans un espace déjà existant. L'univers, lui, n'a pas d'air autour de lui. Il n'a pas de place à occuper. Il est la totalité de la place. Or, notre esprit peine à s'affranchir de cette comparaison. Nous cherchons un extérieur là où il n'y en a pas. Les implications de cette réflexion sont considérables. Si le vide est une partie intégrante de l'univers et non un extérieur, alors la question de l'expansion ne porte pas sur un déplacement dans quelque chose, mais sur une transformation interne. L'univers ne grandit pas dans le vide, il génère son propre espace au fur et à mesure de son expansion. Ce constat ne supprime pas le vertige, mais il en modifie la nature. Ce n'est plus le vide au-delà de l'univers qui interroge, mais le vide en son sein, ce champ mystérieux qui semble contenir l'énergie la plus déterminante pour son avenir. Ce paradoxe du vide reste l'un des plus grands défis de la cosmologie. Il ne se résout pas par une réponse simple, car il touche à la fois la science, la philosophie et le langage. Il montre que comprendre l'expansion de l'univers ne consiste pas seulement à accumuler des données, mais aussi à repenser nos catégories mentales. Peut-être que, dans l'avenir, de nouvelles observations permettront de clarifier ce rôle du vide, en révélant sa nature exacte. Peut-être aussi que nous devrons inventer des concepts entièrement nouveaux pour dépasser ce paradoxe. Car si l'univers s'étend sans extérieur, alors le vide lui-même est une énigme plus profonde que le néant que nous imaginions. Lorsqu'on cherche à comprendre l'expansion de l'univers, il ne suffit pas de mesurer les mouvements des galaxies lointaines. Il faut aussi scruter le passé le plus profond, car la lumière que nous recevons aujourd'hui transporte avec elle les traces de ce qu'était le cosmos il y a des milliards d'années. Parmi ces vestiges lumineux, le plus précieux est ce que l'on appelle le rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique. Cette lumière est un témoin unique, un écho direct de l'époque où l'univers avait à peine quelques centaines de milliers d'années. Elle est devenue l'une des preuves les plus solides de l'expansion et de la naissance de l'univers tel que nous le connaissons. Ce rayonnement a été découvert presque par hasard dans les années 60. Deux ingénieurs travaillant sur une antenne destinée aux communications satellites remarquèrent un bruit parasite qui persistait quelle que soit la direction où pointait leur instrument. Après avoir éliminé toutes les explications techniques, y compris la présence d'oiseaux dans l'antenne, ils réalisèrent donc que ce signal provenait du ciel lui-même. Ce qu'ils avaient détecté n'était autre que la lumière refroidie du cosmos primitif. Cette découverte confirmait des prédictions théoriques formulées quelques années plus tôt, et elle ouvrit un nouveau chapitre dans la cosmologie moderne. Ce rayonnement fossile n'est pas une lumière ordinaire. Aujourd'hui, il se situe dans la gamme des micro-ondes, invisibles à l'œil humain, mais mesurables par des instruments spécialisés. Sa température moyenne est d'environ 3 degrés au-dessus du zéro absolu, une froideur extrême qui témoigne du temps écoulé depuis son émission. Pourtant, derrière cette apparente uniformité se cachent des variations infimes, des fluctuations de densité qui révèlent la structure embryonnaire de l'univers. Ces différences minuscules, mesurées avec une précision toujours croissante par des satellites comme COBE dans les années 90, BWMAP au début des années 2000 et Planck en 2013, montrent les graines des futures de galaxies. Ce qui est fascinant, c'est que cette lumière fossile nous offre une photographie du cosmos à un moment où il n'était pas encore transparent. Dans ses premiers instants, l'univers était si chaud et dense que la lumière ne pouvait pas voyager librement. Elle était sans cesse absorbée et réémise par une soupe de particules chargées. Puis, environ 386 mois ans après le Big Bang, la température baissa suffisamment pour que les électrons se combinent avec les protons et forment des atomes. À partir de ce moment, la lumière put se déplacer sans entrave. C'est cette lumière-là, libérée il y a plus de 13 milliards d'années, que nous captons encore aujourd'hui. L'étude du rayonnement fossile a permis de déterminer plusieurs paramètres fondamentaux de l'univers. Sa composition, par exemple, avec une grande majorité d'énergie sombre et de matière sombre contre une faible proportion de matière ordinaire.
Son âge également, estimé à 13,8 milliards d'années grâce à l'analyse fine des variations de ce rayonnement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il dit de l'expansion. Car cette lumière fossile prouve que l'univers, depuis son origine, n'a cessé de s'étirer. Plus le temps passe, plus la longueur d'onde de cette lumière est étirée par l'expansion, au point qu'elle est aujourd'hui invisible sans instrument spécialisé. Cela nous ramène à la question du vide et de l'extérieur. Le rayonnement fossile ne montre aucun signe de frontière. Il est uniforme dans toutes les directions, comme si l'univers n'avait pas de bord. Cette isotropie, comme disent les scientifiques, est un argument puissant en faveur de l'idée que l'univers n'est pas contenu dans un espace plus vaste, mais qu'il se suffit à lui-même. Si l'univers avait un bord ou un extérieur, on s'attendrait à observer des différences dans cette lumière, des traces d'interaction avec une limite. Mais ce n'est pas le cas. Ce silence du ciel profond est un indice fort que la question du dehors n'a pas de pertinence physique dans le cadre actuel. Pourtant, la lumière fossile ne se contente pas d'affirmer l'expansion. Elle soulève aussi de nouvelles énigmes, par exemple, comment expliquer que des régions très éloignées du cosmos, séparées par des distances telles qu'elles n'ont jamais pu communiquer entre elles, présentent exactement la même température. Ce paradoxe, appelé le problème de l'horizon, a conduit à la formulation de l'hypothèse de l'inflation cosmique. Selon cette idée, dans les toutes premières restantes fractions de seconde après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion fulgurante, multipliant ses dimensions d'un facteur inimaginable en un temps infime. Cette phase expliquerait l'uniformité de la lumière fossile, car avant cette expansion ultra rapide, l'univers était suffisamment petit pour que toutes ces régions puissent interagir et s'équilibrer. Cette hypothèse, bien que largement acceptée, reste encore à confirmer directement. Elle montre cependant à quel point la lumière fossile est au cœur de notre compréhension. Elle ne nous dit pas seulement que l'univers s'étend, elle nous raconte comment cette expansion a commencé et pourquoi elle a pris la forme que nous observons. C'est comme un document d'archives, conservé intact pendant des milliards d'années, qui nous parvient enfin et que nous commençons à déchiffrer. Chaque variation de température, chaque fluctuation d'intensité apporte un indice sur les lois fondamentales qui régissent le cosmos. La lumière fossile pose aussi la question de l'infini. En l'observant, nous voyons jusqu'aux limites de l'univers observable. Mais ce que nous voyons n'est qu'une bulle dans une réalité potentiellement beaucoup plus vaste. Le fond diffus cosmologique agit comme une barrière. Derrière lui, il y a bien quelque chose, mais cette lumière ne peut pas nous le montrer. Cela alimente la spéculation. L'univers pourrait être infiniment plus grand que la partie que nous pouvons mesurer. Peut-être même qu'il existe d'autres bulles, d'autres régions totalement séparées, chacune avec ses propres lois physiques. Mais aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée tant que nous restons prisonniers de ce mur lumineux. Le rayonnement fossile est donc à la fois une révélation et une limite. Il confirme l'expansion, mais il bloque notre regard au-delà d'un certain horizon. Il nous montre la jeunesse de l'univers, mais il nous interdit d'accéder directement à son enfance la plus précoce, celle qui s'est déroulée avant la libération de la lumière. Pourtant, c'est précisément cette enfance qui contient les clés de l'explication ultime. Comment l'espace a-t-il émergé? Comment l'expansion a-t-elle commencé? Et surtout, pourquoi semble-t-elle s'accélérer aujourd'hui? Ces questions restent ouvertes, mais chaque analyse du fond diffus rapproche un peu plus les réponses. La puissance de cet outil tient à son universalité. Peu importe la direction du ciel que l'on observe, ce rayonnement est présent. Il n'appartient pas à une région particulière, il est partout à la fois. Cela renforce l'idée que l'univers n'a pas besoin d'un extérieur pour s'étendre. Il n'y a pas de bord à franchir, seulement un horizon d'observation qui recule au fur et à mesure que nous développons de nouveaux instruments. Mais ce recul est relatif. Il ne s'agit pas d'atteindre un dehors, mais de mieux comprendre ce dedans qui n'en finit pas de se dilater. Ainsi, la lumière fossile joue un rôle paradoxal. Elle nous donne une certitude sur l'expansion et sur l'âge du cosmos, mais elle souligne aussi l'immensité de ce que nous ne savons pas. Elle est un témoin du passé, mais elle pointe vers l'avenir de la recherche. Car tant que nous n'aurons pas percé tous ces secrets, la question du sens de l'expansion restera ouverte. Est-ce un simple phénomène interne à un univers clos, ou bien un indice d'une réalité plus vaste qui dépasse notre cadre actuel? La lumière fossile n'apporte pas encore la réponse, mais elle constitue la meilleure piste dont nous disposons pour avancer.
Lorsque nous parlons de l'histoire de l'univers, nous avons tendance à remonter de plus en plus loin en utilisant les traces laissées dans la lumière, dans les particules ou dans la structure des galaxies. Mais il existe une barrière conceptuelle que nous ne pouvons pas franchir avec les outils actuels. Cette limite est appelée le mur de Planck. Elle désigne une période extraordinairement brève située juste après le moment initial que nous appelons le Big Bang et au-delà de laquelle toute tentative d'explication fondée sur la physique connue s'effondre. Comprendre cette barrière est essentiel, car c'est elle qui détermine la portée de nos modèles et l'horizon de nos connaissances. Le mur de Planck correspond à un instant minuscule, si bref qu'il défie notre imagination. Il ne s'agit pas d'une frontière physique que l'on pourrait localiser dans l'espace, mais d'une frontière temporelle. C'est la toute première fraction de seconde après l'origine de l'univers. Avant cette période, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé. Nos théories cessent d'être valides, car elles ne parviennent pas à concilier les lois de la relativité générale, qui décrivent la gravitation et l'espace-temps à grande échelle, avec celles de la mécanique quantique, qui régissent l'infiniment petit. Le mur de Planck est ainsi le point où nos deux cadres théoriques les plus solides entrent en contradiction, révélant la nécessité d'une nouvelle théorie plus englobante. Ce constat est d'une importance capitale pour comprendre la question de l'expansion. Nous savons que l'univers s'étend, nous savons qu'il s'est dilaté à partir d'un état dense et chaud, et nous savons que cette expansion continue aujourd'hui. Mais nous ignorons encore comment elle a commencé. Était-elle déjà en cours avant que les lois que nous connaissons deviennent applicables, ou bien s'est-elle déclenchée à ce moment précis par un mécanisme que nous ne pouvons pas encore décrire? Le mur de Planck empêche toute réponse définitive. Il marque la frontière de nos outils intellectuels et expérimentaux. Pour visualiser ce problème, on peut comparer l'univers à un livre dont nous possédons les chapitres, mais dont les premières pages sont manquantes. Nous savons comment l'histoire évolue, nous avons même accès à des détails très précis de son développement, mais nous ignorons ce qui a lancé la narration. Ce que nous appelons le Big Bang n'est pas un événement au sens habituel, mais une extrapolation. C'est le point où nos équations remontées vers le passé atteignent une densité et une énergie infinies. Or, une telle singularité n'a probablement pas de réalité physique. Elle indique seulement que nos modèles doivent être complétés. Certains chercheurs tenteront de contourner le mur de Planck en développant de nouvelles approches théoriques. Parmi elles, la gravité quantique est la plus recherchée. Elle viserait à unifier les lois qui gouvernent l'immensité cosmique et celles qui régissent les particules élémentaires. Si une telle théorie voyait le jour, elle permettrait peut-être de décrire l'état de l'univers avant cette limite, voire de comprendre ce qu'il y avait avant le Big Bang, question qui reste aujourd'hui pure spéculation. Car si le temps et l'espace sont apparus avec le Big Bang, parler d'un avant métain peut perdre tout sens. Mais si au contraire, désolé, le Big Bang n'était qu'une étape dans une réalité plus vaste, alors le mur de Planck cache un univers encore plus complexe. Cette frontière pose aussi un problème philosophique. Elle nous rappelle que notre connaissance repose toujours sur des cadres conceptuels. Le mur de Planck n'est pas une barrière matérielle, mais la limite actuelle de notre pensée scientifique. Elle incarne le point où nos instruments, nos équations et notre langage cessent de fonctionner. C'est à la fois frustrant et fascinant, car cela signifie que notre compréhension de l'expansion est partielle. Nous savons mesurer son rythme, nous savons analyser ses effets, mais nous ne savons pas en expliquer l'origine profonde. L'étude de cette période a néanmoins produit des hypothèses audacieuses. Certains modèles suggèrent que l'univers pourrait être né d'une fluctuation quantique, une sorte de surgissement spontané du vide quantique. D'autres envisagent que le Big Bang n'était pas le début absolu, mais le rebond d'un univers précédent qui s'était contracté. Ces idées ne sont pas prouvées, mais elles témoignent de l'effort intellectuel pour franchir cette limite. Elles montrent aussi à quel point la notion de vide se confond ici avec celle de tout, puisque de ce vide pourraient en surgir des univers entiers. Ce mur a une conséquence directe sur notre perception du dehors de l'univers. Si nous ne savons pas ce qui s'est passé avant lui, nous ne pouvons pas trancher entre plusieurs visions. Peut-être l'univers est-il unique et clos, sans extérieur. Peut-être fait-il partie d'un ensemble plus vaste, un multivers où chaque univers naît et disparaît. Peut-être encore que notre conception du temps linéaire n'est pas adaptée, et que parler d'un commencement est une erreur. Chacune de ces possibilités entraîne une vision différente de l'expansion, mais aucune ne peut être confirmée tant que nous restons bloqués au mur de Planck.
La recherche continue pourtant à avancer, notamment grâce aux observations indirectes. Les ondes gravitationnelles, par exemple, pourraient porter la trace des tout premiers instants. Si nous parvenions à détecter un signal provenant de cette époque, nous aurions peut-être un moyen de franchir cette limite de manière empirique. Mais pour l'instant, ces observations restent hors de portée. Nous devons donc nous contenter d'hypothèses et de modèles, tout en reconnaissant l'existence de cette frontière infranchissable. Il est frappant de constater que le mur de Planck ne réside pas seulement dans la complexité des équations, mais aussi dans notre imagination. Nous avons du mal à concevoir un état où les lois de la nature, telles que nous les connaissons, n'existent pas encore. Nous raisonnons toujours à partir de repères spatiaux et temporels, alors que cette période échappe précisément à ces repères. Le mur de Planck n'est pas seulement un défi scientifique, c'est aussi une invitation à repenser nos catégories mentales. Peut-être faudra-t-il abandonner certaines notions fondamentales, comme le temps continu ou l'espace homogène, pour comprendre cette époque. En ce sens, le mur de Planck joue un rôle double. Il limite notre savoir, mais il stimule aussi la recherche. Il force les scientifiques à inventer de nouveaux cadres, de nouvelles théories, de nouvelles façons d'interroger la réalité. Il rappelle que la science n'est pas un édifice achevé, mais un chantier permanent où chaque réponse soulève de nouvelles questions. Et parmi ces questions, celle de l'expansion reste centrale. Car comprendre comment l'espace a commencé à se dilater, c'est comprendre pourquoi il n'a pas besoin d'un extérieur pour le faire. Le mur de Planck est donc bien plus qu'une simple notion technique. Il est le miroir de nos limites actuelles et le signal que l'énigme de l'expansion ne peut pas encore être résolue. Mais loin de décourager, cette limite pousse à l'exploration. Car si nous ne pouvons pas franchir ce mur avec nos outils présents, rien ne dit que nous ne le pourrons pas demain. L'histoire de la science est pleine de frontières qui paraissaient infranchissables et qui ont fini par céder. Peut-être en sera-t-il de même pour cette barrière qui cache les origines profondes de l'espace et du temps. Lorsqu'on observe le ciel nocturne, on a l'impression que la vision s'étend indéfiniment. Les étoiles semblent se succéder à perte de vue. Les galaxies apparaissent comme des îlots lumineux dans un océan infini. Pourtant, cette impression d'infini est trompeuse. Notre accès au cosmos est limité par des horizons invisibles, des frontières que nous ne pouvons pas franchir, non pas parce qu'elles sont matérielles, mais parce qu'elles découlent des lois mêmes de la nature. Comprendre ces horizons est fondamental pour réfléchir à la question de l'expansion, car si l'univers s'étend, nous ne pouvons en percevoir qu'une partie, et ce que nous appelons l'univers observable n'est peut-être qu'une minuscule fraction d'une réalité beaucoup plus vaste. L'horizon le plus connu est celui lié à la vitesse de la lumière. Rien ne peut se déplacer plus vite que cette vitesse limite, et cela signifie que la lumière venue d'objets trop éloignés n'a pas eu le temps d'atteindre la Terre depuis le commencement du cosmos. Même si ces objets existent, nous ne les verrons jamais, car l'univers n'a pas encore eu assez de temps pour nous transmettre leur signal. Cet horizon n'est pas une barrière fixe. Il recule avec le temps à mesure que la lumière de régions plus lointaines nous parvient. Mais il impose un constat implacable. Notre vision du cosmos est toujours partielle. Il existe aussi un horizon plus subtil, lié non pas au temps écoulé, mais à l'expansion accélérée de l'espace. Certaines galaxies s'éloignent de nous à une vitesse apparente qui dépasse celle de la lumière, non pas parce qu'elles voyagent elles-mêmes aussi vite, mais parce que l'espace entre elles et nous s'étire. Dans ce cas, leur lumière, bien qu'émise, ne peut jamais nous atteindre, car la distance grandit plus vite que le signal ne progresse. C'est l'horizon cosmologique au sens strict. Il délimite une région dont nous ne recevrons jamais aucune information, quelle que soit la durée d'attente. Cela signifie qu'une partie immense de l'univers est définitivement inaccessible. Ces horizons invisibles sont essentiels pour comprendre pourquoi la question du dehors de l'univers est si difficile. Lorsque nous parlons d'expansion, nous la décrivons à partir de ce que nous observons. Mais il est possible que l'univers réel soit bien plus vaste et qu'il contienne des régions que nous ne pourrons jamais explorer. Nous devons donc distinguer soigneusement l'univers observable, limité par nos horizons, et l'univers dans son ensemble, dont la taille et la forme nous échappent. Cette distinction est souvent source de confusion, car notre langage ne fait pas spontanément la différence entre ce que nous voyons et ce qui existe. Les horizons invisibles ont une autre conséquence. Ils rendent notre position centrale dans l'observation relative. Où que l'on se trouve dans l'univers, chaque observateur dispose de son propre horizon. Cela signifie que la limite que nous percevons n'est pas une limite absolue, mais une limite liée à notre point de vue.
Un observateur situé à une autre galaxie verrait un horizon centré sur lui-même, contenant des régions différentes des nôtres. L'univers n'a donc pas de centre unique, il est homogène à grande échelle, mais il apparaît limité pour chacun en fonction de son emplacement. Cette idée est contre-intuitive, car nous avons tendance à penser en termes de frontières fixes et universelles. Mais dans le cosmos, les horizons ne sont jamais absolus. Le fait que certains objets deviennent inaccessibles en raison de l'expansion accélérée soulève aussi une question troublante. Au fil du temps, de plus en plus de galaxies disparaissent de notre horizon observable. Elles ne cesseront pas d'exister, mais elles s'éloignent si vite que leur lumière ne nous atteindra plus jamais. Cela signifie que, dans un futur lointain, notre ciel nocturne sera beaucoup plus vide. Les galaxies lointaines ne seront plus visibles et seuls nos voisins immédiats, liés gravitationnellement à nous, resteront perceptibles. Pour les civilisations qui existeront alors, l'univers semblera beaucoup plus petit qu'il ne l'est pour nous aujourd'hui. Leur horizon sera rétréci, et elles ignoreront peut-être que d'autres galaxies ont jamais existé. Cette perspective illustre la nature paradoxale de ces horizons. Ils ne sont pas des murs matériels, mais ils déterminent ce que nous pouvons savoir. Ils définissent une frontière entre le connaissable et l'inconnaissable, et en cela, ils influencent directement notre réflexion sur la question du dehors. Car si l'univers au-delà de ces horizons est inaccessible, peut-on seulement parler de son existence d'un point de vue scientifique ? Pour certains chercheurs, il faut se limiter à ce que l'on peut observer. Pour d'autres, il est raisonnable d'inférer l'existence de régions au-delà, même si nous ne pourrons jamais les explorer. Les horizons invisibles ne concernent pas seulement la lumière, ils s'appliquent aussi aux particules et aux signaux d'autres natures. Par exemple, les ondes gravitationnelles, récemment détectées, offrent un nouveau moyen de scruter le cosmos, mais elles sont elles aussi limitées par des horizons. Leur portée dépend de leur fréquence et des conditions de l'espace. De même, les neutrinos, ces particules presque insaisissables, pourraient ainsi transporter des informations venues des premiers instants de l'univers. Mais là encore, un horizon impose une limite à ce que nous pouvons recevoir. Ces horizons révèlent aussi la nature dynamique du cosmos. Ils changent avec le temps, ils se déplacent, ils évoluent en fonction de l'expansion. L'horizon de lumière recule, ouvrant progressivement l'accès à de nouvelles régions. L'horizon cosmologique, lui, se rapproche, excluant de plus en plus d'objets de notre champ de vision. Cette combinaison crée une situation étrange. Nous voyons de plus en plus loin dans le passé, mais de moins en moins loin dans l'espace. Nos observations les plus récentes nous rapprochent du Big Bang, mais l'avenir nous éloignera des régions lointaines. Cette tension entre passé et futur, entre ouverture et fermeture, souligne l'importance de penser l'univers comme un processus en mouvement, et non comme un espace fixe. Ces horizons invitent enfin à réfléchir à la notion de réalité. Si des régions existent au-delà de ce que nous pouvons percevoir, elles appartiennent bien à l'univers, mais elles sont hors de notre portée pour toujours. Doivent-elles être intégrées à notre vision du monde ou considérées comme pure spéculation ? La réponse dépend de la conception que l'on a de la science. Certains diront qu'il ne faut pas parler de ce qui ne peut être observé. D'autres estimeront que les modèles les plus cohérents impliquent l'existence de ces régions, même si elles resteront à jamais invisibles. Dans les deux cas, ces horizons définissent la frontière entre la connaissance et l'imagination éclairée. En définitive, les horizons invisibles rappellent que l'expansion de l'univers n'est pas seulement un phénomène mesurable, mais aussi une limite conceptuelle. Ils montrent que notre vision est toujours conditionnée par notre position et par les lois qui régissent le cosmos. Ils soulignent que parler d'un dehors est peut-être une illusion née de notre besoin d'imaginer un au-delà. Car au fond, ce que ces horizons nous disent, c'est que l'univers n'a pas besoin d'un extérieur pour s'étendre. Il lui suffit de générer ses propres limites internes, invisibles mais réelles, qui structurent notre regard et nourrissent nos interrogations. Depuis que l'idée d'un univers en expansion a émergé au début du XXe siècle, les astronomes ont multiplié les efforts pour en mesurer le rythme avec précision. Cette tâche est complexe car elle implique non seulement d'observer des objets lointains, mais aussi de comprendre comment leur lumière a été modifiée par le passage du temps et par l'étirement de l'espace. Pourtant, ces mesures les constituent l'un des piliers de la cosmologie moderne. Elles permettent de confirmer que l'univers ne se contente pas d'exister, mais qu'il évolue continuellement et que cette évolution a une histoire que l'on peut retracer. Les premiers indices solides sont venus des travaux d'Edwin Hubble dans les années 90.
En observant les galaxies les plus éloignées accessibles à l'époque, il a remarqué que leur lumière était décalée vers le rouge, signe qu'elle s'éloignait de nous. Plus une galaxie était distante, plus ce décalage était marqué. De là est née la première relation quantitative entre distance et vitesse d'éloignement. C'était une découverte révolutionnaire, car elle contredisait l'idée d'un univers statique et ouvrait la voie à un cosmos dynamique, en perpétuelle expansion. Mais cette première mesure n'était qu'une esquisse. Depuis, des générations d'astronomes ont affiné les techniques pour calculer avec toujours plus de précision le taux d'expansion, appelé communément la constante de Hubble. Pour déterminer ce chiffre, il faut combiner plusieurs types d'observations. Les plus fondamentales reposent sur les céphéides, des étoiles variables dont la luminosité change de façon régulière et prévisible. En comparant leur luminosité réelle avec leur éclat apparent, on peut estimer leur distance. Ce procédé a servi de première échelle de mesure pour l'univers. Plus tard, les supernovas de type particulier, véritables phares cosmiques, sont devenus des repères encore plus fiables. Leur luminosité maximale est suffisamment uniforme pour en faire des chandelles standards, visibles à des distances immenses. C'est grâce à elles que, dans les années 90, les astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas comme on l'imaginait, mais qu'elle s'accélérait sous l'effet d'une énergie mystérieuse. Cette découverte, couronnée par un prix Nobel, a bouleversé notre vision du cosmos et renforcé l'idée que l'expansion est au cœur de son évolution. Aujourd'hui, la mesure de l'expansion se fait aussi à travers l'analyse fine du rayonnement fossile. Les fluctuations infimes de température observées dans ce fond diffus contiennent des informations sur la densité, la courbure et la dynamique de l'univers primitif. En les étudiant, les scientifiques ont obtenu une estimation très précise de l'âge du cosmos et de la vitesse actuelle de son expansion. Mais paradoxalement, plus les mesures s'affinent, plus elles révèlent des divergences. En effet, les résultats obtenus à partir des galaxies proches et ceux dérivés du rayonnement fossile ne coïncident pas exactement. Cette tension entre deux méthodes de calcul est devenue l'un des grands débats actuels en cosmologie. Ce désaccord, connu comme la crise de la constante de Hubble, illustre bien la complexité du sujet. Si toutes les méthodes donnaient le même chiffre, nous pourrions penser que nous avons une compréhension solide de l'expansion. Mais le fait que les résultats divergent suggère qu'il nous manque une pièce essentielle du puzzle. Peut-être existe-t-il de nouvelles particules ou une forme d'énergie encore inconnue qui influence le rythme de l'expansion. Peut-être nos modèles doivent-ils être modifiés pour prendre en compte des phénomènes que nous n'avons pas encore découverts. Dans tous les cas, cette incertitude montre que mesurer l'expansion n'est pas seulement une question de chiffres, mais une porte vers des découvertes fondamentales. Ces mesures révèlent aussi la manière dont l'expansion varie avec le temps. Loin d'être uniforme, elle a connu différentes phases. Dans les premiers instants, l'univers a grandi de façon fulgurante lors d'une période appelée inflation, qui a étiré l'espace de manière vertigineuse. Ensuite, l'expansion a ralenti sous l'effet de la gravité, la matière exerçant son attraction pour freiner l'élan initial. Mais à partir d'un certain moment, l'énergie sombre a pris le dessus, inversant la tendance et accélérant à nouveau le processus. Comprendre ce cycle est essentiel, car il nous permet de prévoir l'avenir du cosmos. Continuera-t-il à s'étendre indéfiniment, ou bien changera-t-il encore de rythme dans un futur lointain ? L'importance de ces mesures tient aussi à leur caractère cumulatif. Chaque nouvelle génération d'instruments affine la précédente. Le télescope spatial Hubble, en orbite depuis les années 90, a fourni des données essentielles sur les galaxies lointaines. Le télescope James Webb, lancé plus récemment, permet d'aller encore plus loin, en captant la lumière des toutes premières structures formées après le Big Bang. Ces observations offrent une vision directe de l'histoire de l'expansion, en remontant presque jusqu'aux origines. Elles montrent que les galaxies se formaient déjà très tôt, ce qui oblige parfois à revoir nos modèles théoriques. Mais mesurer l'expansion ne consiste pas seulement à accumuler des observations. C'est aussi un exercice de comparaison et de cohérence. Les distances calculées à partir des chandelles standards doivent correspondre à celles déduites du rayonnement fossile, et ces résultats doivent eux-mêmes être compatibles avec les modèles de formation des structures cosmiques. Chaque désaccord peut être le signe d'un biais dans les mesures, mais il peut aussi révéler une nouvelle physique. C'est pourquoi la question de l'expansion est si centrale. Elle sert de test pour l'ensemble de notre compréhension du cosmos. Ce travail de mesure illustre également la manière dont la science progresse.
On pourrait croire que la précision grandit simplement avec le temps, mais en réalité chaque nouvelle précision apporte aussi de nouvelles énigmes. La crise actuelle autour de la constante de Hubble en est l'exemple le plus parlant. Ce n'est pas un échec, mais au contraire une opportunité. Car si les deux méthodes de mesure ne convergent pas, cela signifie que l'univers nous cache encore des aspects fondamentaux. C'est dans ces divergences que naissent les découvertes les plus profondes. Il est fascinant de constater que ces mesures nous concernent directement, car elles déterminent la place de notre galaxie dans le tissu de l'espace-temps. Lorsque nous disons que l'univers est en expansion, cela signifie que la Voie lactée s'éloigne de toutes les autres galaxies, sauf celles qui sont liées à elle par gravité. Nous vivons dans un cosmos où les distances s'étirent de constamment, et cette réalité a des implications sur notre avenir. Dans des milliards d'années, certaines galaxies aujourd'hui visibles auront quitté notre horizon. La mesure de l'expansion nous raconte donc non seulement le passé, mais aussi le futur de notre ciel. En définitive, l'expansion mesurée n'est pas une abstraction réservée au laboratoire. C'est une réalité tangible, inscrite dans la lumière des étoiles et dans la structure du cosmos. Elle est au cœur de notre compréhension de l'univers, et en même temps, elle garde une part de mystère. Nous savons la quantifier, mais nous ne savons pas encore en expliquer toutes les causes. Cette dualité entre précision et incertitude reflète la richesse de la science. Elle nous rappelle que chaque chiffre est aussi une question, et que chaque mesure ouvre la voie à une nouvelle énigme. L'expansion mesurée, loin de clore le débat, relance sans cesse la réflexion. Elle nous force à admettre que notre vision de l'univers est encore partielle, que des forces invisibles agissent en arrière-plan, et que l'histoire du cosmos est plus complexe que ce que nous avions imaginé. Mais elle nous offre aussi une certitude. L'univers n'est pas figé. Il évolue, il change, et c'est ce mouvement perpétuel qui nourrit à la fois notre curiosité et notre désir de comprendre ce qu'il y a au-delà de nos limites conceptuelles. Lorsqu'on évoque l'expansion de l'univers, il est tentant d'imaginer les galaxies comme des projectiles lancés à grande vitesse dans un espace vide et infini. Pourtant, cette représentation est trompeuse. Les galaxies ne se déplacent pas comme des objets jetés dans un décor déjà existant. C'est le tissu même de l'espace qui se dilate, et les galaxies sont entraînées par ce mouvement, comme des repères fixés dans une trame en perpétuelle extension. Comprendre ce tissu est essentiel car il constitue le cadre de toute réflexion sur la nature de l'expansion. Le terme de tissu n'est pas une simple métaphore. Il traduit une idée profonde. L'espace n'est pas un vide passif, mais une structure dynamique. Cette conception trouve ses racines dans les travaux du début du XXe siècle, lorsque les scientifiques ont compris que l'espace et le temps ne pouvaient en plus être considérés séparément. Ensemble, ils forment une entité unique, un espace-temps dont les propriétés évoluent en un long selon la présence de matière et d'énergie. Cette vision a bouleversé l'ancienne idée d'un espace absolu, immuable et indépendant. Elle a montré que l'espace lui-même pouvait se courber, se déformer et s'étendre. Pour saisir ce phénomène, il faut abandonner les intuitions issues de la vie quotidienne. Nous pensons spontanément à l'espace comme à une boîte dans laquelle les objets se déplacent. Mais dans la réalité cosmologique, la boîte elle-même change de dimension. L'expansion n'est donc pas un mouvement ordinaire. Elle ne consiste pas à traverser un milieu, mais à étirer le milieu lui-même. Ce tissu n'a pas de support extérieur, il se définit par ses propres lois internes. Un exemple frappant est celui des galaxies lointaines. Lorsque nous disons qu'elles s'éloignent de nous, il serait inexact d'imaginer qu'elles se déplacent réellement à travers l'espace à des vitesses incroyables. En réalité, elles restent à leur place dans la trame cosmique, et c'est cette trame qui s'étire, augmentant la distance entre elles et nous. C'est pourquoi certaines galaxies semblent s'éloigner à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Ce n'est pas une violation des lois naturelles, mais une conséquence directe de l'expansion du tissu spatial. Ce tissu n'est pas homogène dans tous les détails. Il présente des irrégularités, des zones de densité plus fortes où se sont formées les galaxies, et des zones plus vides, de vastes espaces presque dénués de matière. Pourtant, à très grande échelle, il apparaît uniforme. Cette homogénéité globale est confirmée par l'observation du rayonnement fossile, qui montre que l'univers primitif était remarquablement régulier, avec seulement de légères fluctuations. Ces variations minuscules ont ensuite servi de graines à la formation des structures cosmiques. Ainsi, l'espace est à la fois stable dans son ensemble et dynamique dans ses détails. Le tissu de l'espace n'est pas seulement influencé par la matière visible, il est également affecté par des composantes invisibles.
La matière sombre, bien que mystérieuse, exerce une influence gravitationnelle qui façonne la structure du cosmos. Elle contribue à la formation des galaxies et des amas. L'énergie sombre, quant à elle, semble imprégner uniformément le tissu spatial, provoquant l'accélération de son expansion. Ces deux composantes invisibles constituent la majorité du contenu de l'univers et montrent que ce tissu est bien plus riche que ce que nos sens peuvent percevoir. Ce caractère dynamique de l'espace change notre manière d'aborder la question du dehors. Si l'univers était contenu dans un espace plus vaste, on pourrait le comparer à une bulle se dilatant dans un environnement extérieur. Mais ce n'est pas le cas. L'expansion ne requiert aucun extérieur. Le tissu de l'espace est autosuffisant, il n'a pas besoin d'un support. Il est défini par les relations internes qui relient les distances et les durées. Cela explique pourquoi les physiciens insistent sur le fait que demander dans quoi l'univers s'étend est une question mal posée. Il n'y a pas de contenant, seulement un contenu qui définit son propre cadre. Cependant, cette conception reste difficile à assimiler, car elle va à l'encontre de notre expérience quotidienne. Dans notre monde, tout a une place, un environnement. Nous cherchons instinctivement un décor où inscrire les choses. L'idée que l'espace lui-même puisse être une entité dynamique, sans contenant, défie notre imagination. C'est pourquoi les chercheurs utilisent parfois des analogies, comme celle d'un ballon qui se gonfle, où les galaxies sont représentées par des points sur la surface. Mais même cette image est imparfaite, car elle suggère qu'il y a un intérieur et un extérieur au ballon, alors que l'univers n'en a pas. Les conséquences de cette vision sont profondes. Si l'espace est un tissu dynamique, cela signifie que le temps lui-même est intégré à cette structure. L'expansion n'est pas seulement spatiale, elle est aussi temporelle. Chaque instant de l'histoire du cosmos correspond à une configuration particulière de ce tissu. En ce sens, parler de l'expansion revient à parler d'une transformation globale de l'espace-temps. Cette approche permet d'expliquer pourquoi nous observons un décalage vers le rouge dans la lumière des galaxies. Ce n'est pas seulement un effet de mouvement, c'est l'étirement du tissu qui étire aussi les longueurs d'onde de la lumière. Ce tissu joue aussi un rôle central dans la manière dont nous percevons la gravité. Au lieu de voir la gravité comme une force mystérieuse qui attire les objets les uns vers les autres, nous la comprenons aujourd'hui comme une courbure du tissu de l'espace. Une étoile massive, par exemple, déforme le tissu autour d'elle et cette courbure influence la trajectoire des planètes. Cette conception permet d'unifier l'expansion à grande échelle et les mouvements locaux. Tout se joue dans la dynamique de ce tissu invisible qui est à la fois souple et résistant, capable de s'étirer sans se rompre. L'étude du tissu de l'espace pose encore de nombreuses énigmes. Par exemple, pourquoi l'expansion s'accélère-t-elle aujourd'hui? Quelle est la nature exacte de l'énergie sombre qui semble imprégner ce tissu? Est-il possible que ce tissu soit connecté à d'autres dans un ensemble plus vaste que nous ne pouvons pas encore percevoir? Ces questions montrent que, même si nous comprenons mieux qu'avant, nous restons face à un mystère fondamental. Nous savons que le tissu existe, qu'il s'étend, qu'il se déforme, mais nous ignorons encore sa véritable essence. En définitive, réfléchir au tissu de l'espace, c'est accepter que l'univers n'ait pas besoin d'un dehors. Ce tissu est complet en lui-même. Il se définit par ses propres lois et ne demande aucun support extérieur. C'est cette idée qui rend possible l'expansion sans contenant. C'est aussi cette idée qui rend l'univers si difficile à concevoir pour notre esprit, habitué à situer les choses dans un cadre. Pourtant, c'est cette conception qui nous rapproche le plus de la réalité observée. Le tissu de l'espace n'est donc pas un simple décor, mais l'acteur principal de l'histoire cosmique. C'est lui qui s'étend, qui se déforme, qui transporte les galaxies dans son mouvement. C'est lui qui définit les horizons invisibles, qui enregistre les traces du passé dans le rayonnement fossile et qui garde les secrets de l'origine derrière le mur de Planck. En le comprenant, nous découvrons que l'expansion de l'univers n'est pas un voyage vers l'extérieur, mais une transformation interne inscrite dans la structure même de la réalité. Et cette découverte, bien qu'encore incomplète, redéfinit notre rapport au cosmos et à la question fondamentale de savoir ce qu'il y a au-delà. Quand on s'interroge sur l'expansion de l'univers, une question revient toujours. Qu'est-ce qui alimente cette croissance incessante et pourquoi semble-t-elle s'accélérer? L'une des pistes les plus intrigantes pour répondre à cette énigme réside dans la notion de faux vide. Derrière ce terme se cache l'idée que le vide cosmologique n'est pas forcément dans son état le plus stable, mais qu'il pourrait être coincé dans une configuration provisoire. Cette hypothèse, bien qu'encore spéculative, a des conséquences vertigineuses. Elle remet en cause notre compréhension de la nature du vide.
Elle propose un moteur à l'expansion et elle ouvre la possibilité que notre univers ne soit qu'un épisode temporaire d'une réalité beaucoup plus vaste. Pour comprendre ce concept, il faut revenir à la manière dont les physiciens décrivent le vide. Comme évoqué précédemment, le vide de la physique n'est jamais un néant absolu. Il contient des champs invisibles qui fluctuent sans cesse, même en l'absence de matière. Parmi ces champs, certains peuvent avoir plusieurs états possibles, comme une bille posée dans une vallée. Si la bille est dans le creux le plus profond, elle est dans un état stable. Mais si elle repose dans une dépression moins profonde, elle est dans un état instable, susceptible de basculer un jour vers le minimum véritable. C'est cette situation que l'on appelle le faux vide. L'univers pourrait actuellement se trouver dans une telle configuration. L'intérêt de cette idée est qu'elle fournit une explication possible à l'expansion accélérée. Si le vide n'est pas parfaitement stable, il possède une énergie résiduelle qui agit sur le tissu de l'espace. Cette énergie pousse l'univers à s'étendre, un peu comme une tension interne qui dilate la structure. Tant que le vide reste coincé dans cet état provisoire, l'expansion continue. Mais si un jour il devait basculer vers son état de stabilité réelle, cela entraînerait un changement brutal des lois physiques. Dans un tel scénario, tout ce que nous connaissons des particules élémentaires aux galaxies serait redéfini ou même anéanti. Cette perspective est inquiétante, mais elle est surtout fascinante sur le plan scientifique. Elle montre que le vide n'est pas une toile de fond inerte, mais un acteur actif de l'histoire cosmique. Elle relie directement la nature la plus intime du vide à la dynamique la plus vaste de l'univers, et elle souligne que l'expansion n'est pas simplement une conséquence mécanique, mais peut-être l'expression d'un état métastable, prêt à évoluer. Le concept de faux vide trouve un écho particulier lorsqu'on le relie à l'inflation cosmique. Cette phase d'expansion ultra rapide, qui aurait eu lieu juste après le Big Bang, est parfois interprétée comme la conséquence d'un vide instable. L'univers primitif aurait été plongé dans un état de faux vide, libérant une énergie colossale qui a dilaté l'espace de façon exponentielle. Puis, lorsque le vide est passé dans un état plus stable, l'expansion a ralenti, permettant à la matière et aux galaxies de se former. Dans ce scénario, le faux vide n'est pas seulement une curiosité théorique, mais le moteur même de la naissance du cosmos tel que nous le connaissons. Si le faux vide est une réalité, cela pose aussi la question de sa durée. Est-il stable pour des milliards d'années encore, ou bien pourrait-il basculer demain ? La plupart des modèles suggèrent que, si basculement il y a, il ne surviendrait pas avant un temps incroyablement long. Mais le simple fait que ce risque existe montre que notre univers est peut-être plus fragile qu'il n'y paraît. Il pourrait être un état transitoire dans une succession d'univers, chacun correspondant à une configuration différente du vide. Cela rejoint certaines hypothèses de multivers, où chaque bulle d'univers correspond à un état particulier du vide, séparé des autres par des frontières infranchissables. Ce scénario du faux vide met aussi en lumière le rôle du hasard et de la contingence dans la structure de la réalité. Si l'univers est né dans un état instable, alors il aurait pu suivre d'autres trajectoires. Les lois de la physique telles que nous les connaissons ne sont peut-être pas universelles, mais simplement le reflet de l'état actuel du vide. Dans un autre état, les constantes fondamentales auraient pu être différentes, donnant naissance à un cosmos radicalement autre. Cela relativise notre place dans l'ensemble de la réalité, et cela ouvre la possibilité que nous vivions dans un univers parmi d'autres, chacun obéissant à ses propres règles. Cette hypothèse reste encore spéculative, car elle repose sur des phénomènes que nous ne pouvons pas directement observer. Mais elle est soutenue par des indices indirects, comme la nécessité d'expliquer l'énergie sombre et l'inflation. Elle illustre aussi la manière dont la cosmologie moderne jongle entre faits mesurables et extrapolations théoriques. Le faux vide n'est pas une certitude, mais il constitue une piste sérieuse pour comprendre l'expansion. Il montre que la frontière entre le microscopique et le macroscopique est plus floue qu'on ne le croyait, et que le destin de l'univers pourrait dépendre de la configuration intime de son vide. En outre, cette hypothèse réactive une question fondamentale. Le vide a-t-il une histoire ? Si le vide actuel n'était pas stable, cela signifie qu'il a évolué au fil du temps et qu'il pourrait encore évoluer. Il ne serait pas une toile de fond éternelle, mais un acteur avec son propre devenir. Cette idée transforme notre perception de la réalité, car elle implique que même ce que nous pensions être immuable peut changer. Le vide n'est plus un point d'arrivée, mais une étape.
L'expansion de l'univers devient alors l'expression de ce devenir, une manifestation visible de l'instabilité cachée au cœur du vide. Le faux vide met aussi en évidence les limites de notre imagination. Nous avons du mal à concevoir qu'un état que nous percevons comme stable puisse ne pas l'être. Pourtant, dans de nombreux domaines de la nature, des équilibres apparents masquent des instabilités profondes. Un glacier peut sembler immobile pendant des siècles avant de s'effondrer brutalement. Un volcan peut paraître endormi puis se réveiller soudainement. De la même manière, le vide pourrait être calme en apparence, mais porteur d'une tension interne, prête à se libérer. Cette analogie permet de rendre plus intuitif un concept qui, autrement, resterait abstrait. Enfin, le faux vide alimente une réflexion philosophique sur la notion de permanence. Nous cherchons souvent à penser l'univers comme une réalité stable, inscrite dans des lois immuables. Mais si même le vide peut changer, alors rien n'est véritablement permanent. L'expansion elle-même pourrait n'être qu'un épisode dans une succession infinie de transformations. Cela ne réduit pas la valeur de notre univers, mais au contraire l'inscrit dans une dynamique beaucoup plus vaste, où chaque étape prépare la suivante. En définitive, le faux vide illustre parfaitement la complexité de la question du dehors. Si l'univers n'a pas besoin d'un extérieur pour s'étendre, il pourrait cependant s'inscrire dans une histoire encore plus grande, celle de l'évolution du vide. Dans cette perspective, l'expansion n'est pas un simple phénomène géométrique, mais le signe visible d'une réalité profonde qui dépasse notre compréhension actuelle. Que ce faux vide soit une hypothèse ou une réalité, il nous invite à reconsidérer ce que nous entendons par stabilité, par loi de la nature et par univers lui-même. L'une des idées les plus audacieuses qui est émergée de la cosmologie moderne est celle des multivers. Cette hypothèse propose que notre univers, avec ses galaxies, ses étoiles, sa matière visible et invisible, ne serait qu'une région parmi une infinité d'autres. Chacune de ces régions pourrait posséder ses propres lois physiques, ses constantes fondamentales, voire ses dimensions supplémentaires. En d'autres termes, l'univers que nous observons ne serait pas la totalité de la réalité, mais une bulle dans un ensemble beaucoup plus vaste. Cette notion bouleverse notre conception traditionnelle du cosmos et elle offre une réponse possible à la question de savoir dans quoi l'expansion se produit. Peut-être que l'univers ne s'étend pas dans le vide, mais dans une structure supérieure où coexistent autant d'autres univers. L'idée de multivers trouve plusieurs origines théoriques. L'une d'elles vient de l'inflation cosmique. Selon ce scénario, dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion fulgurante, gonflant de façon exponentielle. Or, certains modèles suggèrent que cette inflation ne se serait pas arrêtée partout à la fois. Certaines régions auraient donc continué à s'étendre, créant sans cesse de nouvelles bulles d'univers. Dans ce cadre, le multivers est une conséquence naturelle. Notre univers observable serait simplement l'une de ces bulles, figée lorsque son inflation locale a pris fin, tandis que d'autres continuent de naître ailleurs. Une autre piste vient de la physique fondamentale. Certaines théories qui cherchent à unifier les lois de la nature prédisent de l'existence de multiples configurations possibles pour les constantes et les particules. Dans cette perspective, chaque univers correspondrait à une configuration particulière comme un résultat différent d'un même ensemble de règles. Ce scénario pourrait expliquer pourquoi notre univers semble si finement ajusté pour permettre l'émergence de la vie. Plutôt que de voir cet ajustement comme un hasard improbable, il deviendrait une conséquence statistique. Dans une infinité d'univers, certains possèdent donc les bonnes conditions, et nous nous trouvons simplement dans l'un d'entre eux. Le multivers pose toutefois un problème majeur. Il est par définition inaccessible. Si d'autres univers existent, ils sont séparés du nôtre par des frontières infranchissables. Aucun signal, aucune particule, aucune lumière ne peut voyager de l'un à l'autre. Comment alors parler de leur existence de façon scientifique ? C'est là toute la difficulté. Certains chercheurs considèrent que l'idée est trop spéculative pour être prise au sérieux. D'autres estiment au contraire que, même si nous ne pouvons pas observer directement ces univers, leur existence est une conséquence logique de modèles déjà testés par ailleurs. En ce sens, ils seraient près des prédictions indirectes, tout comme certaines particules avaient été prédites théoriquement avant d'être découvertes expérimentalement. Cette hypothèse a aussi une dimension philosophique profonde. Elle remet en cause la notion même d'univers comme totalité. Depuis toujours, ce mot désignait tout ce qui existe. Mais si le multivers est réel, alors l'univers n'est plus le tout, mais seulement une partie. Il perd son statut absolu et devient relatif.
Cette bascule conceptuelle est aussi radicale que celle qui a déplacé la Terre du centre du cosmos pour la placer parmi d'autres planètes. Elle réduit encore notre sentiment de centralité et nous inscrit dans un cadre infiniment plus vaste. L'idée de multivers se décline en plusieurs variantes. Certains parlent de multivers d'inflation, où de nouvelles bulles naissent sans cesse dans une expansion infinie. D'autres évoquent un multivers quantique, issu de l'interprétation selon laquelle chaque événement engendre des branches multiples de réalité. D'autres encore imaginent un multivers géométrique, où les dimensions supplémentaires de la réalité contiennent d'autres univers imbriqués. Chacune de ces visions repose sur des bases différentes, mais toutes partagent la même intuition. Notre univers n'est pas unique. Cette hypothèse offre une réponse séduisante à la question de l'expansion. Si l'univers est une bulle dans un multivers, alors son expansion n'a pas besoin d'un dehors vide. Elle se produit dans le cadre plus vaste de cette structure, où d'autres bulles existent. L'image du ballon qui se gonfle retrouve alors un sens partiel. Notre univers serait une sphère qui s'étend dans un espace plus grand, mais cet espace ne serait pas un vide passif, plutôt un champ en perpétuelle création. Ainsi, l'expansion n'est pas isolée, mais reliée à une dynamique globale. Cependant, il faut être prudent. Le multivers n'est pas prouvé, et il est possible qu'il ne le soit jamais. Nous ne disposons d'aucune observation directe qui confirme son existence. Tout ce que nous avons, ce sont des indices théoriques, des modèles cohérents qui le rendent plausible. Mais cela ne suffit pas à transformer l'idée en certitude. C'est pourquoi elle suscite autant de débats. Certains la voient comme une fuite vers la spéculation, d'autres comme une piste inévitable. Dans tous les cas, elle témoigne de l'effort constant pour repousser les limites de notre compréhension. Le multivers possible soulève aussi une interrogation vertigineuse. Que signifierait-il pour nous de ne pas être seuls, non pas au sens de civilisation extraterrestre, mais au sens d'univers parallèle? Cela changerait notre rapport à la notion de totalité. Cela inviterait à penser la réalité comme un ensemble hiérarchisé, où ce que nous appelons le réel n'est qu'une portion d'une structure plus vaste. Cela relativiserait nos lois, nos constantes, notre histoire. Ce que nous tenons pour universel pourrait n'être que local. Il existe enfin une dimension existentielle dans cette hypothèse. Si d'autres univers existent, ils ne sont pas seulement différents dans leurs paramètres physiques. Ils sont aussi des mondes inaccessibles, dont nous ne saurons jamais rien. Cela signifie que la réalité dans son ensemble est plus riche que ce que nous pourrons jamais connaître. L'expansion de notre univers prend alors un sens nouveau. Elle est l'histoire interne d'une bulle particulière, inscrite dans un océan d'autres bulles. Elle est locale, mais elle participe peut-être à un cycle plus large. En définitive, l'idée de multivers ne résout pas toutes les énigmes, mais elle ouvre un cadre où la question du dehors prend une nouvelle forme. Si notre univers est unique, alors il s'étend sans extérieur. Si au contraire il fait partie d'un ensemble, alors son expansion est relative à cette structure. Dans les deux cas, la conclusion est la même. L'expansion n'a pas besoin d'un vide au sens ordinaire. Elle se déploie soit dans elle-même, soit dans un cadre supérieur qui dépasse notre perception. Dans les deux cas, elle rappelle que notre vision reste limitée et que l'horizon de la connaissance recule toujours devant nous. Quand on évoque l'expansion de l'univers, une question naturelle surgit aussitôt. Quelle est la forme globale de cet espace qui se dilate? Car si l'univers n'a pas besoin d'un extérieur pour s'étendre, il doit tout de même posséder une structure interne, une géométrie qui détermine son comportement. Cette géométrie n'est pas visible à l'œil nu. Elle est dissimulée dans la manière dont la lumière voyage, dans la distribution des galaxies, dans le rayonnement fossile lui-même. En d'autres termes, la topologie de l'univers est une réalité cachée, que nous essayons de déchiffrer à travers des indices ténus. La topologie désigne les propriétés globales de l'espace, celles qui ne changent pas même si on le déforme. Pour prendre une analogie simple, une sphère et un ballon sont topologiquement équivalents. On peut les étirer ou les gonfler, ils garderont toujours la même nature. Mais un beignet percé en son centre comme un anneau possède une topologie différente. Appliquée à l'univers, cette distinction devient vertigineuse, car nous ne savons pas si le cosmos est infini et plat, ou bien fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions. L'une des hypothèses les plus étudiées est celle d'un univers plat. Cela signifie que si nous pouvions tracer 2 lignes parfaitement parallèles dans le cosmos, elles resteraient en parallèle à l'infini. Dans ce cas, l'univers n'aurait pas de courbure globale et il pourrait être infini. Mais une autre possibilité est qu'il soit fermé, comme une sphère.
Dans ce cas, deux lignes parallèles finiraient par se rejoindre, tout comme les lignes de longitude sur la Terre se rejoignent au pôle. Cette image suggère un univers fini, mais sans limite. Vous pourriez voyager éternellement dans une direction donnée et revenir à votre point de départ, sans jamais rencontrer de bord. Il existe encore une troisième option, un univers ouvert, avec une courbure négative. Dans ce cas, deux lignes parallèles divergeraient de plus en plus. L'espace aurait une structure semblable à une selle de cheval, s'étendant à l'infini mais sans former de boucle. Chacune de ces géométries correspond à un destin différent pour l'expansion, et chacune redéfinit notre manière d'imaginer le cosmos. Les observations récentes, notamment celles du satellite Planck, semblent indiquer que l'univers est presque parfaitement plat. Mais cette conclusion repose sur des mesures limitées à l'univers observable. Rien ne garantit que la même structure s'applique au-delà de notre horizon. L'univers pourrait être courbe à très grande échelle et nous serions incapables de le détecter. De plus, la topologie ne se limite pas à la courbure. Elle inclut aussi la possibilité de formes plus complexes, où l'espace se refermerait sur lui-même selon des schémas inattendus. Certains modèles envisagent même que l'univers soit en réalité beaucoup plus petit qu'il n'y paraît, mais que la lumière, voyageant en boucle, nous donne l'illusion d'un espace immense. Cette idée de topologie cachée nous oblige à repenser ce que signifie l'expansion. Si l'univers est infini, alors son expansion consiste à dilater un espace sans limite. Cela soulève une difficulté conceptuelle, car comment un infini peut-il grandir ? Mais si l'univers est fini et sans bord, son expansion est plus intuitive. L'espace tout entier s'étire et les distances augmentent sans qu'il y ait besoin d'un extérieur. Dans ce cas, l'image de la sphère est éclairante, car elle montre qu'un espace fini peut exister sans limite tangible. La topologie influence aussi la formation des structures cosmiques. Selon la forme globale de l'espace, les galaxies s'alignent différemment, les rayonnements se propagent autrement et les motifs observés dans le rayonnement fossile changent. C'est pourquoi les cosmologistes scrutent attentivement ces motifs, à la recherche d'indices. Certaines anomalies pourraient en être interprétées comme des signes d'une topologie non triviale, comme si l'univers possédait des symétries cachées. Mais ces indices en sont fragiles et les débats restent ouverts. Au-delà de la science, la question de la topologie cache une réflexion plus profonde. Nous avons tendance à penser l'espace comme une évidence. Il est là, autour de nous, immense et continu. Pourtant, sa structure globale est une énigme. Nous vivons à l'intérieur de ce tissu, mais nous ne pouvons pas en prendre du recul. C'est comme être une créature vivant sur la surface d'une sphère. Tant qu'elle reste confinée à cette surface, elle ne peut pas percevoir sa courbure globale. Elle a l'impression que l'espace est plat, alors qu'en réalité, il se referme sur lui-même. Cette situation illustre la difficulté de concevoir l'univers sans extérieur. Nous cherchons instinctivement à imaginer une forme inscrite dans un espace plus grand. Mais la topologie montre que ce n'est pas nécessaire. Un espace peut être complet en lui-même, défini par ses relations internes, sans avoir besoin d'un dehors. Ce constat est essentiel pour comprendre l'expansion. L'univers n'a pas besoin de s'étendre dans un vide, il se dilate dans sa propre structure. La topologie cachée est ce qui permet à cette affirmation de prendre un sens concret, même si elle reste difficile à visualiser. La recherche sur la topologie de l'univers est encore jeune, et elle dépend des progrès technologiques. Peut-être qu'un jour, des observations plus fines du rayonnement fossile ou des relevés galactiques plus étendus permettront de trancher entre les différentes hypothèses. Peut-être aussi que nous ne saurons jamais avec certitude, car notre horizon restera toujours limité. Mais dans tous les cas, cette quête éclaire un aspect fondamental. L'expansion ne peut pas être comprise sans une réflexion sur la forme globale de l'espace. En définitive, la topologie cachée est l'un des grands mystères de la cosmologie. C'est la clé qui pourrait expliquer pourquoi l'expansion ne nécessite pas de contenant. Elle montre que l'espace peut être fini sans bord, infini mais en croissance, ou même doté de formes que nous n'imaginons pas encore. Elle illustre que notre compréhension du cosmos est encore fragmentaire, et que chaque réponse ouvre de nouvelles questions. Car si nous découvrons un jour la véritable topologie de l'univers, nous aurons franchi une étape majeure, mais nous devrons aussitôt affronter une autre énigme. Pourquoi cette topologie et pas une autre ? L'idée que l'univers pourrait comporter plus de dimensions que celles que nous percevons a longtemps semblé relever de la science-fiction. Pourtant, elle fait partie des pistes sérieuses explorées par la cosmologie contemporaine pour comprendre la nature de l'espace et l'expansion.
Nous vivons dans un monde que nous décrivons avec 3 dimensions spatiales, longueur, largeur, hauteur, auxquelles s'ajoute la dimension du temps. Mais rien n'interdit, sur le plan théorique, que d'autres dimensions existent, invisibles à nos sens, repliées sur elles-mêmes ou accessibles seulement à certaines échelles. Leur existence pourrait même expliquer pourquoi l'univers se comporte de la façon étrange que nous observons aujourd'hui, en particulier pourquoi il s'étend sans qu'il soit besoin d'un extérieur perceptible. Les dimensions supplémentaires sont souvent évoquées dans les tentatives d'unification des lois fondamentales. Car si la relativité générale décrit correctement la gravité à grande échelle, et si la mécanique quantique rend compte du monde microscopique, leur combinaison reste problématique. L'une des solutions proposées consiste à envisager un espace-temps doté de dimensions supplémentaires, où les différentes forces de la nature ne sont que des manifestations locales de structures plus vastes. Dans ce cadre, notre univers observable serait une sorte de sous-espace, une tranche particulière d'une réalité plus riche. Cette hypothèse a des implications directes pour la question de l'expansion. Si l'univers contient des dimensions cachées, alors son extension pourrait être influencée par elles. L'espace que nous voyons se dilate peut-être parce qu'il est connecté à ces dimensions invisibles, comme si l'énergie se répartissait entre plusieurs niveaux de réalité. De même, la mystérieuse énergie sombre, responsable de l'accélération, pourrait être une conséquence de l'existence de ces dimensions. Ce que nous percevons comme une force inexplicable ne serait en réalité qu'un effet secondaire d'une structure plus complexe. Pour rendre cette idée plus intuitive, on peut recourir à des analogies simples. Imaginez un fil électrique. Pour une fourmi qui marche dessus, le fil apparaît comme une ligne à une dimension. Mais si elle est assez petite pour explorer toute sa surface, elle découvre que ce fil est en réalité cylindrique, avec une circonférence. De la même façon, nous percevons l'espace comme tridimensionnel, mais il pourrait en réalité comporter d'autres dimensions, enroulées si finement que nous ne les détectons pas directement. Ces dimensions supplémentaires ne sont pas une invention arbitraire. Elles sont nécessaires dans certaines théories pour que les équations décrivant la gravité et les particules soient cohérentes. L'existence de dimensions supplémentaires soulève aussi une question vertigineuse. Que se passerait-il si l'expansion concernait non seulement les 3 dimensions visibles, mais aussi celles qui sont cachées? Dans ce cas, l'univers observable ne serait qu'une partie d'un processus plus vaste. Peut-être que ce que nous appelons expansion n'est qu'un reflet partiel de transformation plus profonde. Cela permettrait d'expliquer pourquoi certaines constantes de la nature semblent ajustées de manière si précise, car dans un espace à plus de dimensions, ces constantes pourraient émerger comme des valeurs spécifiques liées à la configuration de ces dimensions invisibles. Les cosmologistes cherchent des indices de l'existence de ces dimensions. Certaines expériences en laboratoire testent si la gravité se comporte différemment à très petite échelle, ce qui pourrait indiquer qu'elle se diffuse dans d'autres dimensions. D'autres analyses examinent les motifs du rayonnement fossile pour y détecter des signatures subtiles d'une structure plus complexe de l'espace-temps. Jusqu'à présent, aucune preuve décisive n'a été trouvée, mais l'absence de preuve n'équivaut pas à une preuve d'absence. Ces dimensions pourraient un temps être si bien cachées que seules des percées théoriques futures permettront de les révéler. Le concept de dimension supplémentaire change notre rapport à la question du dehors. Si l'univers est inscrit dans un espace à plus de dimensions, alors il pourrait exister d'autres univers voisins, chacun situé dans une configuration différente de ces dimensions. Dans ce cas, l'expansion ne se fait pas dans un vide extérieur, mais dans une structure multidimensionnelle qui contient tout. Notre univers serait alors comme une membrane flottant dans un espace supérieur, parfois appelé bulk dans certains modèles. Cette image, bien qu'abstraite, donne un cadre où la notion de dehors prend une signification nouvelle. Mais au-delà de la science, cette hypothèse a aussi une portée philosophique. Elle montre que notre perception directe n'est pas un critère suffisant pour définir la réalité. Nous sommes limités par nos sens et par nos instruments, mais cela ne signifie pas que le monde se limite à ce que nous percevons. Les dimensions supplémentaires rappellent que la réalité pourrait être bien plus vaste et subtile que ce que notre expérience ordinaire nous laisse croire. Elles invitent à l'humilité face à un cosmos dont nous ne voyons qu'une facette. Cette idée n'est pas sans susciter des résistances. Beaucoup de chercheurs préfèrent s'en tenir à ce qui est directement observable, craignant que la spéculation n'éloigne la cosmologie de la rigueur scientifique.
Pourtant, l'histoire de la science montre que des hypothèses audacieuses, longtemps jugées invraisemblables, finissent parfois par s'imposer. L'héliocentrisme, l'existence des galaxies, l'expansion elle-même ont d'abord été considérées comme des spéculations avant d'être confirmées. Peut-être en sera-t-il de même pour les dimensions supplémentaires. En fin de compte, les dimensions supplémentaires illustrent une possibilité fascinante, que l'expansion que nous observons soit seulement la partie émergée d'un processus plus profond. L'univers ne s'étend pas dans un vide extérieur, mais dans une structure que nous ne percevons pas encore. Il se dilate dans un cadre multidimensionnel où les notions d'intérieur et d'extérieur perdent leur sens habituel. Cette idée ne résout pas toutes les énigmes, mais elle enrichit considérablement notre compréhension possible du cosmos. Ainsi, la réflexion sur les dimensions supplémentaires n'était pas seulement un exercice théorique. Elle éclaire directement la question fondamentale. Si l'univers s'étend, dans quoi le fait-il ? Peut-être dans rien de perceptible, mais dans un tout qui dépasse notre imagination. Peut-être dans une réalité où les dimensions cachées jouent le rôle de toile de fond invisible, donnant cohérence et profondeur à l'ensemble. Dans tous les cas, cette hypothèse nous rappelle que la réponse à cette question ne réside pas uniquement dans le visible, mais dans une exploration conceptuelle qui élargit sans cesse l'horizon de notre pensée. Lorsque l'on réfléchit à l'expansion de l'univers, on pense immédiatement à l'espace, les distances qui grandissent, les galaxies qui s'éloignent, les horizons qui reculent. Pourtant, il est impossible de séparer cette expansion de la dimension du temps. L'un ne va pas sans l'autre. L'espace et le temps forment un tissu unique et la dilatation de l'un implique nécessairement une transformation de l'autre. Comprendre le rôle du temps est donc essentiel, car il conditionne à la fois notre perception de l'expansion et la manière dont nous posons la question du dehors. Le temps, dans notre expérience quotidienne, est linéaire. Nous naissons, nous vieillissons, nous observons les jours se succéder. Cette impression d'écoulement constant nous paraît évidente. Mais à l'échelle cosmologique, le temps est beaucoup plus qu'un simple déroulement. Il est une dimension intégrée au tissu de l'univers, au même titre que les dimensions spatiales. Cela signifie que lorsque l'espace s'étend, le temps lui aussi est affecté. Le Big Bang n'est pas seulement le début de l'espace, c'est aussi l'origine du temps. Avant lui, parler d'un « avant » perd son sens, car il n'existait pas de chronologie dans laquelle inscrire les événements. Cette idée bouleverse notre langage. Nous sommes habitués à raisonner en termes d'avant et d'après. Nous voulons toujours situer un événement dans une ligne temporelle. Mais si le temps lui-même a commencé avec l'univers, alors la question « que s'est-il passé avant ?» devient dépourvue de sens. De la même manière, demander dans quoi l'univers s'étend revient à projeter notre expérience spatiale sur une réalité qui ne s'y prête pas. Le temps nous montre que certaines de nos questions sont le reflet de nos habitudes mentales, plus que de la réalité cosmique. Le rôle du temps apparaît clairement dans l'étude de l'expansion. Lorsque nous observons une galaxie lointaine, nous ne la voyons pas telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle qu'elle était il y a des milliards d'années, lorsque sa lumière a commencé son voyage. Chaque regard vers le ciel profond est aussi un regard dans le passé. L'univers observable est donc une mosaïque temporelle. Plus un objet est éloigné, plus nous voyons loin dans son histoire. C'est ainsi que nous parvenons à reconstruire l'évolution de l'expansion, en comparant des images d'époques différentes. Sans cette dimension temporelle, il serait impossible de mesurer le rythme du cosmos. Le temps joue aussi un rôle crucial dans la compréhension des horizons. Comme évoqué précédemment, il existe des régions de l'univers dont la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir. Cela ne tient pas seulement à la distance, mais aussi à la durée écoulée depuis le Big Bang. L'âge de l'univers fixe une limite temporelle à ce que nous pouvons observer. Même si l'espace était infini, nous ne verrions qu'une portion correspondant au temps que la lumière a mis pour voyager. Le temps impose donc une frontière à notre connaissance, une limite aussi infranchissable qu'un mur matériel. Mais le temps n'est pas seulement une limite. Il est aussi une clé pour comprendre pourquoi l'expansion accélère, car cette accélération n'est pas uniforme, elle s'est produite à une époque précise de l'histoire cosmique. Pendant les premiers milliards d'années, la gravité de la matière freinait l'expansion. Puis, à mesure que l'univers s'est dilaté et que la densité de matière a diminué, une autre force a pris le dessus, l'énergie sombre. À partir de ce moment, l'expansion s'est accélérée. Ce renversement est inscrit dans la chronologie même du cosmos. Il montre que l'expansion n'est pas seulement une question d'espace, mais un processus dynamique qui évolue dans le temps. Ce lien entre espace et temps amène une réflexion plus profonde.
Si l'univers n'a pas besoin d'un dehors spatial, peut-être faut-il penser son expansion comme un déploiement temporel. Autrement dit, l'univers ne grandit pas dans un espace vide, mais il se développe dans sa propre durée. Chaque instant crée une nouvelle configuration, chaque seconde ajoute une strate au tissu de la réalité. L'expansion devient alors inséparable du passage du temps, et le dehors que nous cherchons pourrait être moins spatial que temporel. Certains chercheurs vont plus loin en suggérant que le temps lui-même pourrait ne pas être continu. Peut-être est-il granulaire, composé d'unités fondamentales, un peu comme la matière est faite d'atomes. Si tel est le cas, alors l'expansion se déroulerait par sauts imperceptibles, chaque instant ajoutant une brique au tissu du cosmos. Cette idée reste spéculative, mais elle montre à quel point le rôle du temps est central. Sans lui, l'expansion n'aurait pas de rythme, pas de direction, pas d'histoire. Le temps introduit aussi une dimension existentielle. En liant l'expansion à une chronologie, il rappelle que nous vivons dans un univers en devenir, non pas figé, mais en transformation permanente. Cette perspective modifie notre rapport au cosmos. Nous ne sommes pas simplement des observateurs passifs d'un décor immuable, mais les habitants d'un monde qui change à chaque instant. L'expansion et le temps nous entraînent avec eux et notre existence même est inscrite dans ce mouvement. Enfin, réfléchir au rôle du temps nous conduit à une conclusion étonnante. Peut-être que la question du dehors est mal posée parce qu'elle ignore la dimension temporelle. Nous cherchons un espace extérieur, comme si l'univers devait se dilater dans un contenant. Mais si l'expansion est avant tout un processus temporel, alors le dehors que nous imaginons n'existe pas. Ce n'était pas une question d'espace mais de durée. L'univers ne s'étend pas quelque part, il se développe dans son propre temps, et ce temps, à la différence de l'espace, n'a pas besoin d'un extérieur pour exister. En définitive, le rôle du temps est fondamental pour comprendre l'expansion. Il montre que nos intuitions spatiales ne suffisent pas, que la réalité est plus complexe que ce que notre expérience quotidienne nous enseigne. Il rappelle que le Big Bang n'est pas seulement un point d'origine dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et il nous invite à repenser la question du dehors, non pas en termes de lieu, mais en termes de devenir. Car peut-être que ce qu'il y a au-delà de l'univers n'est pas un espace vide, mais simplement un futur encore en gestation, une suite d'instants que nous n'avons pas encore vécus. Lorsque nous parlons de l'univers et de son expansion, nous avons tendance à considérer les lois de la nature comme immuables. Nous imaginons que les constantes fondamentales, ces valeurs qui régissent la gravité, la vitesse de la lumière ou encore la charge de l'électron, sont fixées une fois pour toutes. C'est cette stabilité apparente qui nous permet de bâtir des théories comme cohérentes, de prédire le comportement des galaxies ou des particules. Mais que se passerait-il si ces constantes n'étaient pas vraiment fixes, si elles avaient varié au cours de l'histoire cosmique, ou si elles continuaient à évoluer lentement, façonnant l'expansion de l'univers elle-même? Cette hypothèse des constantes mouvantes est à la fois troublante et stimulante. Elle suggère que notre vision de la réalité repose peut-être sur des repères instables. Si les lois changent, même imperceptiblement, alors l'expansion du cosmos n'est pas seulement le résultat d'une dynamique géométrique, mais aussi celui d'un jeu de paramètres en évolution. Autrement dit, l'univers pourrait être en train de se réécrire au fil du temps, et nous n'en percevons que les conséquences indirectes. L'idée que les constantes pourraient varier n'est pas nouvelle. Dès le milieu du XXe siècle, certains physiciens ont suggéré que la gravité ou la vitesse de la lumière pourraient avoir été différentes dans le passé. Ces spéculations trouvaient apparemment leur origine dans la difficulté à expliquer certaines observations cosmologiques. Si la gravité avait été un peu plus forte, les galaxies se seraient effondrées sur elles-mêmes plus rapidement. Si elle avait été plus faible, elles n'auraient jamais pu se former. Cette précision incroyable, cet ajustement fin, pose la question de savoir pourquoi les constantes ont précisément ces valeurs, et si la réponse était qu'elles n'ont pas toujours été les mêmes. Cette hypothèse pourrait éclairer certains mystères liés à l'expansion. Par exemple, la crise actuelle autour de la mesure du taux d'expansion pourrait être liée à une variation subtile de constantes comme la gravitation. Si leur valeur a légèrement changé au cours du temps, alors les calculs basés sur les galaxies proches et ceux fondés sur le rayonnement fossile ne donneraient pas les mêmes résultats. Une telle variation offrirait une explication naturelle à cette divergence, sans nécessité de réécrire complètement nos modèles. Les constantes mouvantes pourraient aussi expliquer l'accélération de l'expansion. Si l'énergie sombre est en réalité le reflet d'une constante qui évolue, alors son influence croît avec le temps, donnant l'impression d'une expansion qui s'accélère.
Dans ce cadre, l'expansion ne serait pas due à une force mystérieuse et distincte, mais à la transformation progressive des lois elles-mêmes. Cela redonnerait une cohérence à notre vision du cosmos, mais au prix d'une remise en cause radicale de ce que nous appelons une constante. Pour rendre cette idée plus accessible, on peut comparer les constantes aux règles d'un jeu. Si les règles restent fixes, on peut prévoir les coups possibles, calculer les stratégies, anticiper les résultats. Mais si les règles changent lentement au fil du temps, le jeu devient imprévisible. Les joueurs continuent de jouer sans toujours s'apercevoir que les règles se modifient, mais les résultats en sont transformés. L'univers pourrait être un tel jeu où les lois ne sont pas écrites une fois pour toutes, mais ajustées progressivement. Cette hypothèse pose cependant une difficulté majeure. Comment la tester ? Les variations éventuelles seraient extrêmement petites, et il faut des observations d'une précision incroyable pour les détecter. Certaines expériences ont cherché à mesurer si la vitesse de la lumière ou la charge de l'électron avaient changé au fil des milliards d'années en analysant la lumière d'astres très anciens. Jusqu'ici, les résultats restent incertains, sans preuve claire de variation. Mais même une absence de détection ne ferme pas la porte. Il est possible que les changements soient trop subtils pour nos instruments actuels ou qu'ils se produisent seulement dans certaines conditions extrêmes. L'idée des constantes mouvantes ouvre aussi une perspective philosophique. Elle rappelle que notre notion de loi naturelle est une construction humaine, issue de l'observation d'un intervalle limité de temps et d'espace. Nous généralisons à l'ensemble du cosmos ce que nous mesurons ici et maintenant, mais rien ne garantit que cela soit valable pour toujours. Si les constantes changent, alors nos modèles ne décrivent qu'un état transitoire de la réalité, et il faudra apprendre à penser les lois comme des processus et non comme des vérités figées. Cette réflexion rejoint la question du dehors. Si l'univers évolue dans ses propres constantes, il n'a pas besoin d'un extérieur pour changer. Sa transformation est interne, inscrite dans ses paramètres fondamentaux. Cela montre que l'expansion n'est pas forcément un mouvement dans un cadre stable, mais une métamorphose où même le cadre lui-même se modifie. Cette vision est plus difficile à concevoir, mais elle est peut-être plus fidèle à la réalité. Enfin, cette hypothèse soulève une interrogation vertigineuse. Que se passerait-il si les constantes changeaient brutalement ? L'univers tel que nous le connaissons deviendrait méconnaissable. Les atomes pourraient ne plus se former, les étoiles ne plus briller, la matière elle-même se dissoudre. Heureusement, tout indique que si variation il y a, elle est extrêmement lente et subtile. Mais le simple fait que ce soit envisageable nous oblige à reconsidérer la stabilité de notre monde. En définitive, l'idée des constantes mouvantes nous rappelle que l'expansion de l'univers n'est pas seulement une affaire de distance qui s'allonge. Elle pourrait être le reflet d'une transformation plus profonde, inscrite dans la nature même des lois. Elle nous invite à penser le cosmos non comme un édifice figé, mais comme une réalité en évolution constante, où même ce que nous croyons immuable est en mouvement. Elle montre que la question du dehors n'a peut-être pas de sens, car ce n'est pas un espace externe qui change, mais les fondations même de la réalité. L'idée des constantes mouvantes ouvre aussi une perspective philosophique. Elle rappelle que notre notion de loi naturelle est une construction humaine, issue de l'observation d'un intervalle limité de temps et d'espace. Nous généralisons à l'ensemble du cosmos ce que nous mesurons ici et maintenant, mais rien ne garantit que cela soit valable pour toujours. Si les constantes changent, alors nos modèles ne décrivent qu'un état transitoire de la réalité, et il faudra apprendre à penser les lois comme des processus, et non comme des vérités figées. Cette réflexion rejoint la question du dehors. Si l'univers évolue dans ses propres constantes, il n'a pas besoin d'un extérieur pour changer. Sa transformation est interne, inscrite dans ses paramètres fondamentaux. Cela montre que l'expansion n'est pas forcément un mouvement dans un cadre stable, mais une métamorphose où même le cadre lui-même se modifie. Cette vision est celle plus difficile à concevoir, mais elle est peut-être plus fidèle à la réalité. Enfin, cette hypothèse soulève une interrogation vertigineuse. Que se passerait-il si les constantes changeaient brutalement ? L'univers tel que nous le connaissons deviendrait méconnaissable. Les atomes pourraient ne plus se former, les étoiles ne plus briller, la matière elle-même se dissoudre. Heureusement, tout indique que si variation il y a, elle est extrêmement lente et subtile. Mais le simple fait que ce soit envisageable nous oblige à reconsidérer la stabilité de notre monde. En définitive, l'idée des constantes mouvantes nous rappelle que l'expansion de l'univers n'est pas seulement une affaire de distance qui s'allonge. Elle pourrait être le reflet d'une transformation plus profonde, inscrite dans la nature même des lois.
Elle nous invite à penser le cosmos non comme un édifice figé, mais comme une réalité en évolution constante, où même ce que nous croyons immuable est en mouvement. Elle montre que la question du dehors n'a peut-être pas de sens, car ce n'est pas un espace externe qui change, mais les fondations mêmes de la réalité. Mais il existe une autre possibilité, encore plus vertigineuse. L'énergie sombre pourrait être le signe d'interaction avec des dimensions que nous ne percevons pas. Elle pourrait être le résultat de fuites d'énergie entre notre univers et d'autres couches de réalité. Cette hypothèse reste spéculative, mais elle montre à quel point le champ sombre remet en cause nos certitudes. Il n'est pas seulement une curiosité théorique, il est peut-être la clé d'une réalité plus vaste où notre univers n'est qu'un fragment. Ce mystère a aussi une dimension philosophique. L'énergie sombre nous rappelle que ce que nous percevons n'est qu'une infime partie de la réalité. La matière visible, celle dont sont faites les étoiles, les planètes et nos propres corps, ne représente qu'une fraction minime de l'univers. La majorité était composée d'éléments invisibles, matière sombre et énergie sombre, qui échappent à nos sens. Cela change notre rapport au cosmos. Nous ne vivons pas dans un univers que nous comprenons, mais dans un monde dont l'essentiel nous échappe. Le champ sombre, en accélérant l'expansion, accentue aussi la solitude cosmique. Dans des milliards d'années, les galaxies lointaines auront disparu de notre horizon, emportées par l'accélération. Seules les galaxies liées gravitationnellement à la nôtre resteront visibles. L'univers observable se rétrécira et les civilisations futures pourraient ignorer l'existence de ce vaste cosmos que nous contemplons aujourd'hui. Le champ sombre n'est donc pas seulement un phénomène scientifique, il détermine aussi l'avenir de la mémoire cosmique. Il façonne ce que les êtres vivants pourront savoir du monde qui les entoure. Cette perspective donne à la recherche une urgence particulière. Nous vivons à une époque privilégiée où l'expansion est encore observable, où les galaxies lointaines nous envoient leur lumière, où le rayonnement fossile est encore détectable. Dans quelques dizaines de milliards d'années, ces indices auront disparu, effacés par l'accélération. Cela signifie que nous avons une fenêtre de temps limitée pour comprendre le champ sombre. Si nous n'en perçons pas le secret maintenant, il se refermera pour toujours, condamnant les générations futures à ne voir qu'un fragment appauvri du cosmos. Le champ sombre est donc plus qu'un mystère scientifique. Il est un défi lancé à notre curiosité et à notre capacité d'exploration. Il nous oblige à repousser les limites de nos théories et de nos instruments. Il nous rappelle que l'univers est toujours plus complexe que ce que nous croyons, et il éclaire directement la question du dehors. Car si l'expansion s'accélère, ce n'est pas parce que l'univers s'étend dans un vide extérieur, mais parce qu'il est traversé de forces internes qui le transforment. Le champ sombre est l'une de ces forces, invisibles mais décisives, inscrites dans la structure même du réel. En définitive, le champ sombre est une énigme qui redéfinit notre conception du cosmos. Il montre que l'expansion n'est pas un simple élan mécanique, mais un processus nourri par une énergie mystérieuse. Il révèle que notre univers est dominé par l'invisible, et que ce que nous voyons n'est qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. Il nous invite à poursuivre la quête, car tant que nous ne comprendrons pas ce champ sombre, nous ne pourrons pas dire que nous avons réellement saisi ce que signifie l'expansion de l'univers. Quand nous parlons de l'univers, de son expansion et de sa structure, nous le faisons toujours à travers le prisme de notre langage. Or, ce langage est façonné par l'expérience humaine, par notre quotidien, par des réalités locales et tangibles. Nous utilisons des mots comme vide, bord, extérieur, expansion, mais ces termes, forgés dans un contexte terrestre, atteignent vite leurs limites lorsqu'ils s'appliquent au cosmos. Ainsi, une part du mystère qui entoure la question « dans quoi l'univers s'étend-il » tient moins à la physique qu'aux contraintes du langage que nous employons pour la décrire. Le mot « vide », par exemple, est trompeur. Dans la vie courante, il désigne une absence, une pièce vide, une boîte vide, une rue vide. Mais en cosmologie, le vide est au contraire plein d'énergie et de phénomènes invisibles. L'utiliser sans nuance conduit à des malentendus. De même, quand on parle de l'univers qui s'étend, on imagine naturellement un ballon qui gonfle dans l'air ambiant. Cette métaphore, utile pour vulgariser, est en réalité inexacte, car l'univers ne se dilate pas dans un espace extérieur. Il n'a pas besoin d'un dehors. Le langage, en emprisonnant la pensée dans des images quotidiennes, rend plus difficile l'accès à la véritable nature du phénomène. Cette difficulté est ancienne. Les philosophes grecs déjà débattaient pour savoir si l'infini était pensable.
Aristote rejetait l'idée d'un vide absolu précisément parce que le langage et les concepts de son époque ne pouvaient l'intégrer. Plus tard, la révolution scientifique a introduit de nouveaux mots: gravité, espace absolu, atome. Chaque avancée a nécessité l'invention de termes adaptés. Pourtant, même aujourd'hui, nos mots trahissent des intuitions qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Soit nous parlons de courbure de l'espace, mais nous ne pouvons pas la visualiser directement. Nous parlons de temps qui s'écoule, alors que le temps est intégré à la structure même de l'univers. Le langage crée aussi une illusion de compréhension. Lorsque nous disons que l'univers n'a pas de bord, cela semble résoudre la question. Mais que signifie réellement pas de bord? Pour la plupart des gens, un espace sans limite est inconcevable. Nous utilisons le mot, mais il ne correspond pas à une expérience sensorielle. De même, dire que l'univers est fini mais sans bord est exact sur le plan scientifique, mais extrêmement difficile à représenter mentalement. Le langage simplifie à l'extrême, au risque de masquer la complexité. Cette limite se manifeste aussi dans les tentatives de vulgarisation. Pour rendre les concepts accessibles, on recourt à des comparaisons. L'univers est un ballon qui gonfle, un tissu élastique, une mer en mouvement. Ces images sont pédagogiques, mais elles induisent des erreurs si on les prend au pied de la lettre. Le ballon suggère un intérieur et un extérieur. Le tissu suggère un support sur lequel il repose. La mer suggère une surface plane au-dessus d'un fond. Dans tous les cas, l'image impose des caractéristiques qui n'existent pas dans le cosmos réel. Il est intéressant de noter que même les scientifiques, dans leurs travaux, ne peuvent pas se passer complètement de ces images. Les équations décrivent de l'expansion avec précision, mais pour en parler, il faut des mots et ces mots viennent inévitablement du langage courant. Ainsi, les chercheurs eux-mêmes oscillent entre rigueur mathématique et approximation verbale. Ils savent que le langage est imparfait, mais ils l'utilisent faute de mieux. Cela montre que notre compréhension de l'univers est à la fois scientifique et culturelle, enracinée dans les limites de notre communication. Cette limite linguistique pose une question fondamentale. Jusqu'où pouvons-nous comprendre une réalité qui dépasse nos intuitions? Peut-être que certaines notions resteront toujours partiellement hors de portée, faute de mots pour les saisir. Nous pouvons les approcher par des modèles, par des analogies, mais jamais les posséder entièrement. Cela ne veut pas dire que la connaissance est impossible, mais qu'elle sera toujours médiée par un langage inadéquat. L'univers s'étend, mais nous n'avons pas les mots justes pour dire ce que cela signifie vraiment. Cela conduit aussi à une réflexion philosophique sur le rôle du langage dans la science. Est-ce le langage qui limite notre compréhension, ou bien notre compréhension qui crée les limites du langage? Peut-être que de nouvelles découvertes nécessiteront l'invention de nouveaux concepts, de nouveaux mots, capables de dépasser les intuitions ordinaires. De la même manière que la notion de gravité a transformé la pensée au XVIIe siècle, peut-être inventerons-nous demain des termes qui rendront naturelle l'idée d'un univers sans extérieur. Les limites du langage expliquent aussi pourquoi la question du dehors revient sans cesse. Dire que l'univers n'a pas besoin d'un extérieur n'éteint pas l'interrogation, car notre vocabulaire spatial implique toujours un cadre. Nous ne savons pas penser un espace sans contenant. Chaque fois que nous utilisons les mots expansion, frontière, au-delà, nous réactivons l'intuition d'un dehors. Ce paradoxe montre que le problème n'est pas seulement scientifique, mais cognitif et linguistique. Enfin, il faut souligner que ces limites ne sont pas un échec, mais une source de créativité. Le langage imparfait pousse à inventer, à explorer de nouvelles images, à affiner les concepts. Il oblige à reconnaître l'écart entre les mots et les choses, entre la représentation et la réalité. Cet écart est une invitation permanente à dépasser nos habitudes mentales. C'est lui qui alimente la curiosité et qui pousse la science à avancer. En définitive, les limites du langage ne nous interdisent pas de comprendre l'expansion, mais elles nous rappellent en fait que cette compréhension ne sera jamais complète tant que nous dépendrons de mots inadéquats. Elles montrent que la question du dehors est peut-être en partie une illusion linguistique. L'univers n'a pas besoin d'un extérieur, mais nos mots, eux, en appellent toujours un. C'est cette tension qui nourrit le mystère et qui donne à la cosmologie une dimension autant philosophique que scientifique.